retrouve aujourd'hui dans ce territoire préalpin, au cœur des Alpes-Maritimes, à la station d'Audiberg, pour vous parler du projet qui avance et qui change un tout petit peu de direction. Ça va toi? Ça va le chien? Alors, j'ai la chance de vivre dans cette magnifique région, juste un petit peu au-dessus de Grasse, capitale mondiale de la parfumerie, pour ceux qui ne la connaissent pas. L'arrière-pays, il est juste extraordinaire. Et nous sommes donc en train de grimper là, juste sur les pistes de ski de la station, au-dessus du village d'Andon. Vous savez que le nom de code est Sumut. Et là, nous venons de choisir le titre de notre film. Human Reflet porte un focus sur des hommes et des femmes qui sont touchés dans leur vie de tous les jours par le réchauffement climatique à plusieurs niveaux, comme un reflet interactif entre l'humain et son environnement direct. Alors nous aborderons des sujets autour de la culture, bien sûr, de la biodiversité de l'environnement, mais aussi la géopolitique d'un territoire. Nous avons donc décidé d'élargir même le spectre du documentaire sur une dimension encore plus internationale. C'est pourquoi nous ne tournerons pas seulement dans la baie de Disko, dans laquelle nous allons rester 1 mois au lieu des 3 initialement prévus, mais plutôt sur 3 autres territoires du monde que nous allons choisir pour leur profil spécifique et qui touchent particulièrement la population. Le spectre s'élargit et l'aventure devient de plus en plus intéressante. Nous voyons les initiatives se multiplier un peu partout. Nous avons d'ailleurs vu la montée politique d'un mouvement écologiste depuis les municipales de 2020. Ce n'est pas un avis, c'est un constat, tout simplement. Et la population, de toute évidence, réagit à ce qui se passe partout dans le monde à propos de notre environnement. C'est devenu évident. Donc le temps est à l'action, on le sait tous. Et d'ailleurs, j'en profite pour féliciter tous les êtres humains qui se mettent en mouvement, chacun à leur niveau. Ça porte un espoir formidable et c'est très stimulant. Je vérifie. Focus, voilà, là c'est pas mal, on récupère un peu de soleil, enfin au moins de luminosité. Allez, les nuages, les vieux nuages dégueux s'en vont. Partez. Salut Cédric. Salut Monty, comment tu vas? Super, Ouais. Écoute, nickel. Encore une belle journée? Encore une belle journée. Aujourd'hui, on s'est rassemblés tous les deux parce que on voulait débriefer un petit peu sur le vlog numéro 1. Ouais. C'est la première fois qu'on utilisait en fait notre matériel dans des conditions nature. Aventure, trek, c'est ça, ouais. Pour l'éprouver et tout ça. Et moi, je voulais débriefer un petit peu avec toi parce que c'est vrai qu'au montage, on a réalisé toutes sortes de petits phénomènes qu'on a améliorés depuis. Ouais. Mais il fallait qu'on en discute un petit peu pour justement, avec nos amis de notre communauté, là, on comprenne ce qui nous est arrivé. Donc explique-moi un petit peu, parce que alors, moi, au montage, j'ai vu une surexpo. Ouais, alors que tu n'étais pas en S-Log. Alors on va revenir sur un peu la configuration qu'on a utilisée dans ce setup-là. Donc c'est vrai que comme tu l'as raconté, on vloguait pour le nouveau départ du projet Sumut Human Reflet. Et donc on a eu cette idée-là de partir en pleine nature, donc avec un setup un peu différent d'habituellement, parce qu'on partait avec des setups interviews fixes. Et là on était avec un gimbal, ma caméra donc qui est un Panasonic GH5. Et c'est la première fois que tu utilisais ton Ronin SC. Voilà, parce qu'on avait fait la commande précédemment de ce Ronin SC. Et en fait c'était une première un peu pour tout ça. Donc du coup au niveau des équilibrages d'appareils et des tests en situation avec les focus à gérer. Et ce jour-là, me semble-t-il, il me manquait un filtre ND sur mon objectif et qui du coup nous a posé un gros tort, effectivement, qu'on s'est aperçu au montage, une surexposition sur la quasi-totalité des plans. Alors on était dans une surexposition qu'on a pu maîtriser parce qu'on était avec un ciel assez laiteux,
mais on a vu voilà, des parties de ciel cramé. Enfin, on n'a pas été satisfait vraiment de notre journée qui pourtant avait été une mise en épreuve de beaucoup de choses au niveau de l'écriture des scénarios, de mise en place des plans. Donc c'est vrai que c'est vraiment la technique là qui nous a porté défaut. Et moi en l'occurrence c'était le maniement du gimbal et avec la gestion de cet autofocus sans follow focus manuel, donc qui me permettait de gérer un cadrage et un focus en même temps. Donc en fait j'avais ma main sur sans écran de contrôle. Sans écran de contrôle. Parce qu'à l'époque tu n'avais pas d'écran de contrôle et il faut savoir que depuis on s'est procuré des écrans de contrôle puisque on s'est équipé tous les deux d'un Shogun 7 et le Shogun Inferno. Oui, tout à fait. Donc effectivement, ce jour-là, donc vous savez, avec les appareils qu'on utilise, des DCLR qui sont des caméras qui sont super, mais qui ont un tout petit écran. Donc c'est un écran de 2 pouces ou même pas, 3 pouces ou 3 pouces et demi, voilà, avec donc une résolution certes bonne, mais par contre une luminosité très faible. Donc, et oui, parce qu'en plein jour, on sait très bien que ces petits écrans-là, souvent, hein, on est là, on va travailler à l'œilleton davantage parce que c'est compliqué. Avec un gimbal, travailler à l'œilleton, autant dire que c'est carrément pas possible. C'est pas jouable. C'est pas jouable. Et donc il y avait beaucoup de nouveautés. Alors on a rattrapé le coup, vous voyez le blog, ça va. Mais c'est pas l'image qu'on souhaite faire. C'est pas l'image n'est pas totalement satisfaisante. Non, on était vraiment pas satisfait. Depuis. Alors depuis, on a, comme tu dis, on a bossé. Et on a énormément bossé. Ça fait d'ailleurs quelques mois qu'on bosse et qu'on va voir au fur et à mesure. Vous verrez les évolutions de vous-même, hein, de toute façon. Et donc depuis, c'est vrai qu'on a fait l'acquisition de ces retours vidéo, ces écrans de contrôle Shogun. Donc toi, c'est le Shogun 7, c'est vraiment le dernier de la marque. Donc c'est un écran donc d'une taille comme ça. 7. 7 pouces, donc c'est vraiment conséquent. On a un retour de l'image qu'on filme et du cadrage qui est vraiment parfait, agrémenté d'outils juste extraordinaires. Ouais, pour le picking, pour les fausses couleurs. Il y a l'oscilloscope. Enfin je veux dire, on peut travailler une image vraiment comme on le souhaite. Ce sont des enregistreurs qui nous permettent d'enregistrer même dans des codecs que n'ont pas nos appareils. Puisque bon, si Cédric a un GH5, il est en 4 tiers. Moi j'ai un A7 III, donc je suis en Full HD, mais je suis en 8 bits 422 alors que lui est en 10 bits. Je peux sortir du 422 10 bits interne, voilà, c'est ça. Donc il fallait aussi qu'on apprenne davantage à synchroniser la colorimétrie des deux appareils qui sont différents. Tout à fait. Donc on a beaucoup débriefé là-dessus. Et finalement, on a fait... il s'est passé quelque chose cet été de formidable que tout le monde attendait depuis 5 ans. Enfin, elle est arrivée, c'est vrai, 5 ans quasiment depuis la 7S2, qui était l'appareil... c'est l'appareil roi de la basse lumière, c'est ça, tout à vidéo. C'était vraiment la caméra, sincèrement. Tout à fait. Et là, donc la 7S III sort en septembre. Il est annoncé depuis le 28 juillet dernier. Et d'après nos collègues youtubeurs, il est assez bluffant à plein de niveaux. Ouais, et c'est pour ça que, donc vous savez, les projets qui arrivent, on avait dans l'idée, tous les deux, de s'équiper prochainement d'un setup complet, donc en caméra principale, pour toi comme pour moi, d'un Sony A7S III, donc avec une gamme de parc d'objectifs c'est ça. Tu vas nous parler, c'est la gamme... de la gamme GM. GM, c'est ça, ouais. G-Master. Et donc on va avoir un kit de 5 ou 6 objectifs qu'on va choisir. Tous les deux un A7S III. Et donc on va être totalement synchro. Voilà. Et on va pouvoir filmer chaque fois avec des angles de vue et des objectifs un petit peu différents pour agrémenter en fait notre documentaire, puis nos reportages pour nos clients et ainsi de suite. Donc ça c'est l'investissement. En plus cet appareil-là, il a par rapport au fait de voyager, ce qui n'est pas négligeable, c'est qu'il est tropicalisé. Ouais, tout à fait. Et donc c'est vrai que l'A7 III tropicalisé, c'était pas du tout ça, même si d'après les tests, c'était pas mal. Ça résistait malgré tout. Mais effectivement... on va partir au Groenland. Quand même. Les conditions climatiques elles vont pas être de tout repos. Donc c'est vrai que là, on part sur quelque chose de... Sony, avec cet appareil-là, ils ont sorti quelque chose ils ont enfin lâché les chevaux. Ils ont lâché les chevaux sur ce qu'on sentait depuis des années, c'est qu'ils sortaient des boîtiers. Mais on voit qu'ils réservaient quand même la gamme professionnelle avec d'autres boîtiers, et d'autres caméras. Donc, et là, ils se sont lâchés parce que les autres marques ont fait le taf et il fallait qu'ils recollent le morceau. Le A7 III était un boîtier extraordinaire quand même, malgré tout, qui faisait photographie
photographie, vidéo. La Et 7.2, là, la 7.2, tu veux Ouais, dire. la 7.2. Et là, la 7S3, le remplaçant, voilà, il a tout ce qu'il nous faut pour partir en tournage. Donc du coup, en plus, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on va garder nos caméras en caméra B. Oui, parce que Du coup- effectivement, on est tous d'accord sur le fait qu'il y ait 12 millions de pixels pour avoir des grands photosites nous permet de filmer dans la nuit, Ouais. éclairé à la bougie, des autochtones venus Ouais, de ouais. régions super. Mais on a aussi des contrats vidéo, des contrats photos. Et donc, si on doit faire des photos, 12 millions de pixels aujourd'hui, c'est un petit peu court. Alors, sans avoir l'A7R, moi, depuis des années, j'avais du Canon, là je suis passé sur du Sony. J'ai eu plusieurs contrats photos et franchement, ça fait vraiment le boulot. Hein. Ouais, bien sûr. En 24 millions de pixels, c'est super. Donc, et puis, c'est vrai qu'on ne tourne pas tout le temps à deux. Non. Et non, donc, non. du coup, le fait d'avoir un deuxième appareil en soutien, c'est toujours Voilà, bien. c'est toujours bien. Donc ça veut dire toute façon. qu'on va se retrouver vraiment avec une configuration technique que vous allez découvrir vraiment maintenant optimum. Voilà, Ouais, vraiment optimum, carrément. capacité de faire des choses juste incroyables. Ouais. Donc ça c'est super. Ouais, tout Donc à voilà, fait. c'est vrai que du coup ce vlog là, même s'il nous a fait ressortir des petites problématiques qu'on Ouais. a su régler, parce que maintenant Régler, voilà, oui, ça va. Thierry Le fait un mon- travail le- extraordinaire au montage. Donc du coup, en partageant ça, on a pu voir les problèmes à régler et on a travaillé là-dessus. Et c'est comme la partie drone qu'on peut discuter aussi. Ouais, c'est vrai que la partie là en fait partie drone. pour l'instant donc tu as un drone, tu as le Mavic Pro 1. Ouais, tout à fait. C'était mon premier achat. Donc c'était le Mavic Pro 1 qui commence un peu à dater parce que c'est pareil, il a un tout petit capteur. Donc on le voit hein, sur les images, ouais, elles sont compressées. hein. Les images matchent très mal avec nos caméras justement. C'est de sûr qu'on a maintenant. des caméras qui sont quand même pas mal, mais on peut pas rester avec un Non, capteur non, de non, drone aussi non. petit. Et donc Cédric s'est posé la problématique comme beaucoup de pilotes de drone, c'est que ou bien ils investissaient dans un Mavic Pro 2 au moment où ils décidaient l'achat, sachant que à la Que la gamme rentrée, était renouvelée, voilà. allait être renouvelée à la rentrée avec le Mavic Pro 3. Donc, forcément, on attend le Mavic Pro 3. Donc, on va pas C'est ça. s'acheter des A7S3 et garder une gamme. Une gamme en dessous, quoi. Enfin, en dessous, pas en dessous, sur- parce que voilà, le Mavic Pro 2 qui est sorti, Voilà. c'est vraiment à partir de là l'appareil qui peut matcher, qui fait du 10 bits en interne, qui a un capteur de 1 pouce. En tout cas, dans un premier temps, pour notre clientèle, ça sera le Mavic Pro 3. Ouais. On a pourtant à l'esprit d'investir du lourd dans le drone pour le documentaire en changeant totalement de De gamme. gamme, en passant sur de l'Inspire. De l'Inspire 2 avec les objectifs qui vont bien. Mais bon, il y a plus de 20 000 euros d'investissement. Si on peut le faire, on le fera. Ça va dépendre en fait de la façon dont les financements vont nous être accordés ou la façon dont notre communauté va C'est réagir ça. et puis les demandes de financement. Mais si on peut, oui, on sera sur de la 7S3 et de l'Inspire 2. Voilà. Mais en tout cas, passer du Mavic Pro 1 au Mavic Pro 3, à mon avis, ça sera déjà... Ça sera déjà un saut quantique presque. Ça sera un saut, si j'ose dire. Non, c'est vrai que ça va être un autre monde. C'est vrai que maintenant, donc, on se sert encore du Mavic Pro 1 pour faire des plans. Parce que c'est vrai que maintenant, on ne fait plus une vidéo sans intégrer du plan drone. Donc que Non. ce soit pour dynamiser l'image, enfin, Ouais, on voit c'est qu'on vrai. s'en sert sur des petits plans séquences très courts. Hein. Mais au documentaire, là, on aura l'occasion de travailler le drone d'une autre ampleur. Mais sur toutes les vidéos qu'on sort aujourd'hui, voilà, le drone est indispensable. Et on voit que voilà, la qualité d'image est très compressée. On n'a pas la qualité qui concorde avec nos caméras de pointe. Oui, Mais voilà, on sait que c'est qu'un passage, une étape qui va être franchie très prochainement. Donc, de toute façon, je vous l'avais dit, l'idée c'était de vous montrer nos galères, nos joies, nos réussites, C'est et ça. puis notre évolution. C'est Donc ça. on est en train de travailler, comme vous pouvez le voir, et puis c'est même sur la partie écrite, hein, tout ce que vous voyez pour le moment, sauf aujourd'hui. Sauf aujourd'hui. C'est écrit et donc je lis un prompteur, hein, donc c'est très journalistique ce qu'on fait. Oui. Mais c'est un style qu'on veut travailler pour le moment. Quand on sera assez à l'aise avec le fait de pouvoir parler comme on le fait aujourd'hui sans prompteur, devant une caméra, en gardant en tête tout ce qu'on doit dire, toutes les idées qu'on doit émettre, Oui, voilà, en faisant c'est ça. des phrases toujours correctes, parce que bon, moi j'ai toujours
comment dire, le souci, si tu veux, de faire la phrase qui veut rien dire ou de mettre un propos qui n'en est pas un. Quand on écrit, on se rend bien compte en fait que... De ce qu'on met sur le papier en fait, Ouais, parce qu'on a la visualisation. Et c'est vrai que Ouais, des fois quand on parle, il nous passe par la tête, ou alors on a entre guillemets préparé le sujet, mais au moment où la phrase sort, on ne sait pas pourquoi, mais il nous sort un mot qui finalement défigure, dénature la phrase et on arrive sur quelque chose qui veut plus rien dire. Ou une idée qui n'est pas tout à fait juste. Voilà, ouais. Tu vois. Mais après, c'est un exercice que on a déjà accompli à plusieurs fois, Ouais. qui en travaillant permet de s'améliorer et qui n'est pas inintéressant non plus. Donc Non, du non, coup, moi, j'aime bien effectivement, travailler qu'on comme voudra ça. développer. C'est-à-dire que quand j'ai travaillé sur iSide, hein, pour ne pas renommer l'émission, Bader à l'époque m'avait dit moi je ne peux pas le faire sans l'écrire, et il apprenait ses textes par cœur. Par cœur, ouais, d'accord. Pour Pour après avoir un rendu naturel. C'est ça. Mais il avait C'est derrière ça. le travail qu'il Mais faisait. il y avait un vrai travail d'écriture, Ah ouais. donc j'ai été habitué à ce travail de fond-là, qui m'a paru toujours essentiel, Ouais. en fait, si Ouais. tu veux, tu vois. Et après, effectivement, là, je me retrouve devant la caméra plutôt que derrière, sur ces exercices-là, et bon, je me rends bien compte que c'est pas toujours évident. Et donc le fait d'écrire et de lire un prompteur, c'est quand même C'est quand même c'est relaxant. quand même- Enfin, c'est soulageant. C'est soulageant. c'est sécurisant. C'est sécurisant, ouais, Ouais, tout tu à vois. fait. Donc voilà. Tout à fait. Donc voilà, écoutez, on a débriefé un petit peu sur tout ça. Ce sera de toute façon à vous de juger, hein. Ouais. Et puis, on se retrouve pour la suite. Allez, ciao. Ciao à tous, on se retrouve très vite. Nous reviendrons vers vous avec de plus en plus de techniques, de choix que nous ferons pour mieux construire encore notre projet. Je vous invite à mettre vos commentaires pour nous donner votre avis. Nous en tiendrons toujours compte avant de fixer nos choix définitifs. J'espère d'ailleurs que cette façon de communiquer vous plaît, vous convient. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, hein, parce que c'est terriblement important pour le projet. Ça nous donne de la visibilité, de la viralité sur cette aventure. Je vous remercie en tout cas de nous suivre. À très vite pour la suite. Ciao.